Il est américain de naissance et français d'adoption pour être venu à 22 ans terminer des études d'ethnologie à Paris. C'est là que Bob Swaim se passionne pour le cinéma et tournera ses premiers films. Scénariste, acteur, réalisateur de cinéma et de télévision en France, il tourne aussi à l'étranger. On lui doit notamment La Balance, qu'il a rendu célèbre en 82, puis Escort Girl, Masquerade ou encore L'Atlantide. J'ai toujours fantasmé sur Paris. Quand j'étais jeune, j'étais une grande fan de Henri Miller. Et bien sûr, Tropique de Cancer, c'était mon livre de chevet. Et je me suis dit, j'ai terminé mes études à l'Université de Californie, il fallait faire un doctorat. Pourquoi pas venir à Paris? Et ce que j'ai fait en 1965. Et c'était intéressant parce que j'avais, comme tous les étudiants, trouvé une petite chambre de bonne à Place Victor Hugo, parce que toutes les chambres de bonne sont souvent dans les quartiers chics. Et à côté de Place Victor Hugo, c'était la Place Trocadéro. Et à la Place Trocadéro, il y avait quoi? Il y avait la Cinémathèque française, qui était tout neuf à l'époque, avec des fauteuils très confortables, très bien chauffés. Et comme j'étais un étudiant qui était dans une chambre de bonne en l'hiver de 65, sans chauffage, je me suis dit, c'est un bon endroit pour enfants, parce qu'à l'époque c'était enfants et 1 centime. C'était un bon endroit pour passer ses après-midi et ses soirées. C'est là que j'ai attrapé le virus du cinéma. Et en tant qu'Américain à cette époque-là, le cinéma c'était... on n'était pas admiratif du cinéma. C'était l'industrie, surtout je suis l'enfant de la Californie et j'étais en classe avec les fils de metteurs en scène, de Machino, d'Electro. C'était l'industrie. Moi je voulais être poète, romancier, et donc d'arriver à la Cinémathèque et de voir un regard très différent sur les choses, parce que les Français, pour eux c'était le 7e art, c'était une chose noble. Et à la Cinémathèque française, j'ai découvert une passion, j'ai découvert un métier. J'aime bien l'ethnologie, mais c'est vrai, le cinéma, c'est génial. Mais comment faire? Comment on devient cinéaste? D'abord, j'ai écrit à mes parents qui étaient affolés. Comment vous laissez tomber? Tu laisses tomber ton doctorat d'ethnologie, Paris. Déjà, l'idée d'habiter à Paris, qui est un peu la ville de péché pour les Américains, mais de faire du cinéma, qui est un métier qui n'est pas un vrai métier, n'est-ce pas? Alors, ils n'étaient pas contents, mais j'ai décidé de tout faire pour entrer dans le cinéma. Alors, très naïvement, j'ai commencé de frapper à la maison à la porte de la maison de production. Et en France, la première chose qu'on vous demande, c'est pas ce que vous avez fait, mais vous venez de la part de qui? Et j'avais ni petite amie, ni maîtresse, ni oncle, ni cousin qui était dans le cinéma. Je connaissais personne. Alors très vite, j'ai compris que ce n'était pas la voie pour moi de rentrer dans le cinéma français ou dans le cinéma tout court. À la fin des années 60, Bob Swaim lâche donc ses études d'ethnologie. Mais grâce à ses diplômes, réussit à s'inscrire à l'école Louis Lumière, un centre très sélectif de formation au métier du cinéma, situé rue de Vaugirard, dont elle tire son surnom. Et quand j'ai fini Vaugirard, je me suis rendu compte que j'avais des possibilités de travailler comme cameraman. D'ailleurs, je l'ai fait pendant 2-3 ans. J'ai fait des courts-métrages comme cadreur, comme directeur de la photo. Et une chose que je fais, je me suis marié juste en sortant de l'école. Et comme dot de mariage, j'ai eu l'occasion d'avoir une caméra 35 mm qui était un Camiflex que ma femme et moi on a acheté ensemble. Avec ça, c'était formidable. Je me suis loué avec le caméra. C'est-à-dire que si on m'engageait, vous avez les caméras gratuites. Donc pour tous les jeunes cinéastes, courts-métragistes, cinéma un peu expérimentaux, j'ai travaillé sur un film de Philippe Garrel, Yvonne Lagrange, Alain Philippon. C'était des jeunes mecs à la fois qui commençaient à faire un peu des films, etc., avec les moyens de bord. Bon, si on engage Bob Swaim, c'est formidable parce que en fait, c'est peut-être pas son talent, mais il a une caméra, donc c'est bien. En 71 et 72, Bob Swaim se fait remarquer avec plusieurs courts-métrages. Le journal de Monsieur Bonafou, Autoportrait d'un pornographe et Vive les Jacques, qui collectionnent des prix dans les festivals.
Parallèlement, il tourne des documentaires et publicités en attendant de passer au long métrage. J'ai trouvé le sujet de mon premier long métrage, qui est un auteur complètement tombé dans l'oubli, qui s'appelle Léo Mallet. Et j'ai trouvé un bouquin qui s'appelle La nuit de Saint-Germain-des-Prés. Et je crois qu'on a fait ça pour un prix dérisoire. On a acheté toutes les fringues des années 50 au marché aux puces. Ça, c'était une époque où le puce n'était pas trop cher. Et on a trouvé des décors, on a construit des décors, mais c'est un film qui vieillit bien. Et c'était vraiment fait pour un bouchée de pain. Cette libre adaptation de l'œuvre de Léo Mallet campe en 1977 un Michel Galabru en quête de bijoux volés dans un périple qui passe des caves de Saint-Germain-des-Prés au marché aux puces de Saint-Ouen en passant par l'élection d'une Miss Poubelle. Mort Schumann ainsi qu'un jeune débutant au cinéma, Daniel Auteuil, sont aussi au générique. Et c'était une film raté, mais intéressant. C'était raté parce que c'est un premier long métrage, il y avait disons, tous les défauts, toutes les qualités d'un premier long métrage. Mais il y avait une atmosphère qui est pas mal et qui est bien. Et Tavernier, j'ai demandé à Tavernier que je connaissais si il pouvait mettre en contact avec Michel Galabru dans un rôle de contre-emploi. Parce qu'à cette époque-là, Bertrand Vientoni, je crois que c'était le juge et l'assassin, il aimait beaucoup mes courts-métrages. Et il a passé un coup de fil à Galabru en disant qu'il est un jeune mec, qui est pas mal, il a ce projet. Et c'est bien parce que c'est un rôle que Galabru n'a jamais fait. Et j'adore les contre-emplois. C'est des acteurs qui sont très bons, qui peuvent faire rire ou peuvent provoquer des émotions avec une facilité. Mais parce qu'ils sont bons, et parce que c'est très facile, ils sont devenus très paresseux. Et il faut les botter un peu au cul, gentiment. Et Michel, je voulais vraiment, c'est un contre-emploi qui fait un personnage très loin de lui. Je veux casser tous les gestes, toutes les grimaces. C'est comme Louis de Funès qui fait tous les trucs. Ça fait rire les gens. Mais dans mon film, je dis, Michel, tu es quelqu'un d'autre. Tu es un détective privé, c'est Saint-Germain-des-Prés. Il y a une espèce de tristesse au fond de ce monsieur. Il faut qu'on construise un passé de ce personnage, ses amours, ses déceptions, etc. Et j'ai passé mon temps à gommer c'est ce qui est devenu des choses automatiques, un peu des clichés dans son jeu. Et bon, on aime ou on n'aime pas, et peut-être je suis allé trop loin, parce que vraiment je l'ai cassé, et je suis allé trop loin même. Je dis que je suis allé beaucoup trop loin avec Michel, parce que c'est vrai que je n'ai pas su prendre ce qu'il pouvait me donner. Mais j'avais tellement peur qu'il allait me donner du Galabru que je suis allé très très loin. Mais c'est intéressant. Mais j'ai toujours fait ça. Mais on a fait ce film, qui a eu un petit succès d'estime, des bonnes critiques. Je crois que 15 personnes l'ont vu. Et ça, c'était très dur, parce qu'après ce film, j'ai passé dans une période noire où pendant 4 ans, je n'ai pas travaillé. Et ça, c'était très dur. Et puis, je pensais plus jamais je vais faire du cinéma. Film culte pour certains, trahison de Léo Mallet pour d'autres, l'échec commercial de La nuit de Saint-Germain-des-Prés sera suivi 4 ans plus tard, en 82, du triomphe au box-office de La Balance avec à l'affiche Nathalie Baye, Philippe Léotard, Richard Berry et Maurice Ronet. Le film réussit le tour de force d'innover dans un genre pourtant déjà bien encombré par autant d'échecs et poncifs que de réussites, celui du cinéma policier. J'ai passé 1 an à temps complet comme un ethnologue à la 4e brigade territoriale, qui était près des gares de Lyon, mais qui est couvert surtout Belleville. Et je suis venu comme un ethnologue. Et pendant 1 an, j'étais tous les jours avec ces policiers. Et mon attitude comme un ethnologue, c'est je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour faire une apologie de la police, je suis là pour comprendre. Et c'était vraiment la démarche de La Balance, parce que c'était le film qui était tiré de cette expérience, que j'ai coécrit avec un jeune inspecteur de police qui s'appelle Mathieu Fabiani,
qui est maintenant commissaire de police, un très bon policier et un très bon scénariste. Et pendant que j'étais en train de monter cette affaire-là, je suis allé chercher Philippe et j'ai appris qu'il était à l'hôpital. C'était à peu près 1 an avant le tournage. J'ai téléphoné à Nathalie parce que Nathalie vivait avec lui à l'époque. Et elle m'a dit, oui, il n'est pas là, il est à l'hôpital, tel hôpital, etc. Je suis allé le voir, je le trouvais tout petit dans son lit de l'hôpital. Et je dis, Philippe, j'ai un film, tu seras formidable dans le rôle. On a discuté un peu. Et je dis, si j'arrive de faire ce film, parce que tu sais, j'ai passé 4 années très difficiles, je n'ai pas bossé, rien ne marche, etc. Mais si j'arrive de faire ce film, et toi, tu arrives de sortir de cette période dans laquelle tu es, parce qu'il était malade, il était hospitalisé, il a fait un peu un excès de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il n'était pas en forme. Et je dis, je te promets, tu feras mon film. Et 1 an après, on monte le film. J'ai trouvé Alexander Mouchkine et Georges Dantiger, 2 très grands producteurs français, qui ont dit on va prendre le risque et on va faire ce petit film, parce que c'était un tout petit film avec un petit budget. Et comme c'était un petit budget, un petit film, j'avais une certaine liberté pour prendre une casting. Il fallait 1 ou 2 noms. Mais comme il y a beaucoup de rôles, j'avais cette liberté et c'est ce que j'adore, parce qu'on prend qui on veut. Et j'ai dit, il y a un acteur que j'ai vraiment envie de prendre, et je lui ai promis ce rôle, c'est Philippe Léotard. Ah, Philippe Léotard, mais est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il est fiable, etc. J'ai dit, non, je crois beaucoup, je connais Philippe depuis des années, quand je faisais mes courts-métrages, et j'aime beaucoup, il a cette présence, il est habité, il est une âme, il est quelqu'un qui connaît la vie, il est parfait pour jouer le rôle de Dédé Lafont, le petit voyou Mac dans la balance. Et je suis allé trouver Philippe, et puis il ne croyait pas. Il m'a pris dans ses bras, il me dit, Bob, dans le cinéma, on promet des choses, mais toi, tu as tenu sa parole, etc. Et puis il pleurait. Des mois plus tard, le film commence. Philippe est arrivé aux 2e semaine. C'était un tournage de rêve, La Balance. C'est un des rares films dans sa carrière où s'il faut du soleil, s'il faut la pluie, il pleut. Enfin, tout ça roulait magique. J'avais 2 producteurs humainement, des princes, professionnellement, des rois. C'est des gens, c'était magique. Et Philippe arrive le premier jour de tournage, pas en bon état. On commence de filmer et je me rends compte qu'il est ivre-mort. Bon, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, c'est une catastrophe. Moi, je n'ai pas bossé depuis 4 ans, je sors un film, j'ai pris le risque, et Philippe. Alors, je fais une chose que je ne fais jamais, c'est que, par principe, j'invite jamais les acteurs au rush. Comme Michael Caine m'a dit quelques années plus tard, les rushs, c'est le travail d'hier, c'est ce qui intéresse l'acteur, c'est le travail de demain. Et moi, j'aime pas que mes acteurs soient présents parce que nous, les techniciens, on discute les plans, le maquillage, les costumes, machin, truc. Et puis un acteur, il voit qu'une chose, c'est lui. Il voit pas l'ensemble. Et il peut modifier son jeu sans que je lui indique, etc. Donc, normalement, c'est interdit. Mais là, j'ai fait une exception. J'ai dit à Philippe, demain soir, tu viens au rush. D'accord. Il vient au rush, il s'assoit, on passe toutes les séquences que j'ai tournées avec lui, et puis on fait un travelling sur lui, on termine gros plan, et je penche vers Philippe, je dis, tu vois le mec sur l'écran là-bas? Il n'a rien dans ses yeux, ils sont vides. Je dis, Philippe, moi je t'ai donné ma parole, tu m'as donné ta parole. Je dis, peut-être, tu vois, on ne fera plus jamais un film. On ne sait pas. Mais ce film, pour moi, c'est tout maintenant. J'ai tenu ma parole et tu tiens ta parole. Parce qu'il m'a promis
c'est fini, mon réglo, je bois pas une goutte d'alcool, je fais rien. Il me regarde, il dit, t'as raison. Et à partir de ce jour-là, je peux dire que dans la balance, Philippe était là, présente, jamais en retard, même une heure avant, préparé, et il a fait un rôle extraordinaire. Alors Nathalie, ça c'est un bon exemple, parce que Nathalie Baye, jusque la balance, a toujours joué la copine, la gentille. Elle avait toujours ce petit sourire charmant, elle était gna 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 gna. Et je dis, Nathalie, tu as un beau cul, tu es sexy, tu as du chien, tu as un caractère incroyable, parce que je le connaissais depuis le conservatoire. Je dis, ça c'est Nicole pour moi. Et Nathalie, chaque fois qu'elle jouait un peu son personnage de gentille petite française, stop. Et d'ailleurs, dans la balance, pour démarquer son personnage, la première fois qu'on voit Nathalie Baye, je fais un travelling sur son derrière. La caméra le suit. On suit un prostitué dans la rue. Hop, c'est sur le derrière de Nathalie. Et puis hop, on se retourne et on découvre c'est Nathalie Baye. Parce que c'était une nouvelle image de Nathalie Baye. On n'a jamais vu cette Nathalie Baye. On n'a jamais vu sexy. On n'a jamais vu un peu ce côté dur. Et c'était une façon très sympathique et très efficace d'introduire ce personnage. Et la deuxième chose qui est arrivée dans ce film, parce que quand j'ai annoncé aux producteurs et des gens dans le métier, on m'a dit « Comment tu fais un film avec Nathalie Baye et Philippe Léotard, mais ils ne sont plus ensemble, c'était une catastrophe, les deux. Philippe est toujours amoureux de Nathalie. Et Nathalie, c'est fini. » tout. Je dis « Écoute, moi je l'ai connu comme couple. Il y a un truc intéressant. Je ne sais pas s'ils ont joué ensemble, mais dans cette rôle-là, ils sont parfaits. Je prends le risque. Alors ça, ce sera vraiment une chose catastrophique ou ça sera génial. » Et en fait, c'était génial. Parce que comme Philippe, il n'y a pas cette indifférence entre eux. C'est une chose passionnelle. Et même si chacun commençait d'avoir une nouvelle vie, il y avait des choses qui les approchaient en même temps à une distance. C'était une chose très très intéressante, qui aurait pu être explosive ou prodigieuse. Je crois que le fait que les deux ils ont eu César pour meilleure actrice et meilleur acteur, c'est pas un hasard. C'est le fait de les mettre dans un contexte, dans une situation et ça fonctionnait. Parce que quand même, on est acteur, on est metteur en scène, mais on est quand même humain. Et puis il y a tout le drame de la vie quotidienne, de la vie humaine qui joue. Il faut savoir en tant que metteur en scène d'utiliser ces choses-là. Mouchkine est dans CGA, donc les filmériens qui produisaient les films, dit il faut quand même un nom, parce que Berry, il n'est pas très connu, il a fait un film, Nathalie Baye, il a fait des petits rôles secondaires, Léotard, bon, on le connaît au théâtre, il a fait 2-3 petits trucs, mais enfin, c'est pas des noms. Soyons sérieux, Bob, on a besoin d'un nom. Alors, dans le rôle de voyou, j'ai dit, qui je connais? J'ai dit, Maurice Rouanet. Oui, c'est bien, c'est bien. Bon, je suis allé voir Maurice. Et il m'a dit, Bob, écoute, c'est bien ton truc, mais je peux pas le faire. Moi, j'étais, mais pourquoi? C'est important, Maurice. Il dit, non, je peux pas. Il dit, écoute, j'ai pas une scène à défendre. Il avait raison. Il avait raison, parce que j'ai voulu le scénario. C'est bien, parce que des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui critiquent et tout, c'est pas parce qu'ils sont des cons, c'est peut-être moi. Peut-être j'ai pas fait mon boulot. Et puis effectivement, il n'y avait pas une scène vraiment forte. Et Maurice me dit, écris-moi une scène. Une bonne scène, je fais le film. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai pensé à cette scène du restaurant. Parce que moi, je suis un Américain à Paris, j'adore manger. Et puis, dans tous mes films, il y a des références de bouffe. J'ai une scène chez Fauchon avec Nathalie et Philippe et tout. Et puis, j'aimais bien l'idée que Maurice, il était à un restaurant. Donc, dans un petit restaurant à Belleville, le film se passe à Belleville, j'ai une scène entre Philippe et Maurice qui est une petite scène. Et il est en train de préparer un couscous de qualité.
Et j'ai écrit cette scène pour Maurice, qui adorait, parce que Maurice était un bon vivant, il adore une bonne bouteille, un bon repas. Et j'ai écrit cette scène, il adorait cette scène, et c'était une jolie petite scène où tous les deux, c'est face à face dans la cuisine. Et il dit, bon, je fais le film. Maurice Renet, gravement malade, disparaît peu de temps après et n'assistera pas au succès du film. Un succès international qui cumule, outre quelques millions d'entrées en France, 3 Césars, celui du meilleur film, de la meilleure actrice pour Nathalie Baye et du meilleur acteur pour Philippe Léotard. J'étais très soutenu par la critique. Depuis toujours, les gens m'aimaient bien, je connaissais tout le monde. J'étais le petit court-métragiste qui est arrivé, enfin, qui faisait des courts-métrages, des festivals. C'était le monde du cinéma, ça me semble plus petit parce qu'on connaissait tout le monde. On pouvait aller au Festival de Jeunes Cinéma à Hyères ou à Toulon. Même à Cannes, c'était un petit monde de cinéma. On était à la même table avec les critiques, avec les cinéastes. Enfin, c'était un petit monde. C'est vrai que peu de temps après le succès de La Balance, j'ai déjeuné avec Robert Benton, qui vient d'avoir un Oscar pour Kramer contre Kramer. Et il me dit, Bob, tu sais, tu vas voir. C'était juste avant la nomination de César. Il dit, c'est bien d'être nommé, parce que d'être nommé pour les Oscars comme j'étais, c'était formidable. Mais si tu vas gagner, tu vas voir, il y a beaucoup de gens, enfin, tu vas voir tous les ennemis que tu as, que tu peux avoir. Enfin, mais je crois que c'est dans toutes les cultures, parce qu'aux États-Unis, c'est pareil. C'était une période après La Balance qui m'a beaucoup troublé, beaucoup perturbé, parce que d'une part, j'étais vu autrement dans le métier, que moi-même, qui a tellement lutté, une vie tellement dure pendant 12 ans, en sortant de Vaugirard, que je ne trouvais pas de travail, que j'avais une femme, des enfants. D'ailleurs, je me suis divorcé, séparé de ma femme à l'époque. C'était une période très, très dure. Et d'un seul coup, comme on dit en anglais, King of the Mountain, j'étais sur le sommet. Bon, ça durait peut-être 5 minutes dans une vie, mais j'étais là. Et puis c'est vrai, le succès, il faut l'assumer. Les échecs, je l'ai connu. Le premier film, c'était un énorme échec. J'ai pris beaucoup de choses par mes échecs. Mais je ne me suis pas rendu compte à tel point un très, très grand succès peut être troublant. Je vois avec mon ami Jean-Pierre Jeunet, qui vit ça avec Amélie Poulain. Tout est fausse. Tout est fausse. Toutes ces nouvelles amies, c'est bidon. Toutes les propositions, c'est pas parce que tu as du talent, pas parce que tu as une vision, pas parce que tu as une bonne idée pour un film, c'est parce que tu as fait un succès. Et quelque part, ça me trouble. Peut-être c'est moi, peut-être c'était vrai, peut-être j'étais parano, mais j'ai très très mal vécu le succès de La Balance. Et j'ai eu beaucoup de propositions des Américains et je dis pourquoi pas faire une expérience américaine. Je suis américain, je suis venu en France, j'avais 21 ans, mais quand même, pourquoi pas. Bob Swaim va attendre 4 ans pour se décider à tourner un nouveau film. Ce sera en 1986 un film d'espionnage Escort Girl, en anglais Half Moon Street, adapté d'un livre de Paul Theroux où le couple Sigourney Weaver-Michael Caine fonctionne à la perfection. C'est un livre assez noir, très spécial. Thriller, plus ou moins. Et on a tourné ça en Angleterre, mais c'est vraiment un montage américain. Donc, système studio, système hollywoodien. Donc, je suis arrivé là-bas avec des yeux comme ça, dans une limousine. Des gens, j'étais bien reçu, première classe, tout le tralala. Très dangereux tout ça. Parce qu'après, on ne voit plus rien. On oublie pourquoi on fait du cinéma. Mais je suis arrivé là-dedans. Et mon agent, j'avais mon agent américain qui était à l'époque Sam Cohen, qui était président un des dirigeants de ICM, qui était une très grande agence, et qui est l'agent à l'époque le plus puissant aux États-Unis. Il y avait Meryl Streep, Sigourney Weaver, il y avait toutes les grandes vedettes, metteurs en scène et acteurs. Il voulait que je prenne Sigourney Weaver tout de suite. J'ai dit non, le casting c'est toujours très important pour moi parce que j'aime bien de faire lire, de travailler avec des actrices ou acteurs divers parce que je prends beaucoup de choses sur mes personnages, c'est toujours intéressant. Et puis chaque acteur qui vient pour faire un essai nous emmène quelque chose.
Mais finalement, j'ai choisi une jeune actrice qui je trouvais parfaite pour le rôle et j'ai fait tout pour la voir. Mais Sam Cohen me dit, mon public me dit, cette actrice-là, elle ne sera jamais une vedette. On te propose Sigourney Weaver, elle est intéressante. Mais j'ai dit, non, je veux cette jeune actrice. Non, 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 hors question. Donc, bon, cette jeune actrice, elle s'appelle Michelle Pfeiffer. Elle n'a pas fait le film, mais quand même, elle a fait une petite carrière. Mais Sigourney était très intéressant. Et c'était pas comme j'imaginais le personnage. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai refait le scénario un peu, j'ai modifié le scénario parce que j'avais l'occasion d'avoir une grande actrice américaine. Et c'était un rôle bien pour elle parce que c'était un rôle très dense et c'était pas un film d'action vraiment. C'était un film où elle jouait un call girl, un intellectuel. On a fait du bon travail. C'était difficile parce que c'était un film qui était produit. Le montage financier se trouvait, bon, c'était fait d'une telle manière que j'avais 5 producteurs en fait. Et les 5 producteurs se détestaient. Alors, un metteur en scène qui se trouve au milieu de 5 producteurs, parce qu'il y a le producteur anglais, le producteur américain, le studio anglais, etc. Alors, tout le monde, c'était un truc. Et je me suis trouvé au milieu. Et c'était très, très, très compliqué. Et le film a souffert à cause de ça, parce que j'avais pas cette liberté que j'ai eue en France. Je n'étais pas soutenu comme j'étais en France, parce qu'avec Mouchkine et Danser Géophomérienne, c'était derrière moi à 200%. J'étais créatif, j'étais libre, et j'avais tout le monde avec moi. Et là, je me suis trouvé dans une vraie situation de cinéma hollywoodien, où c'était la lutte et la guerre. Le personnage de Sigourney Weaver, docteur en sciences politiques, vend ses charmes pour arrondir ses fins de mois. Un de ses clients, Lord Balbec, incarné par Michael Caine, devient tout à la fois son amant et la cible d'un complot terroriste. Michael Caine était, comme on dit en anglais, a piece of cake. C'était un grand morceau de gâteau. Ça veut dire que c'était génial. Il était un prince, il était généreux, il était drôle. Il a mis tout le monde en très bonne ambiance sur le plateau. Il s'était très bien avec Sigourney. Et je veux dire, quand Michael était là, ça passait comme ça. L'expérience de diriger Michael était bien parce que là, une fois de plus, c'est un peu le problème que j'ai eu avec Michel Galabru, que j'ai eu avec Nathalie Baye. C'est des acteurs qui sont bien et qui ont tendance, comme tous les grands acteurs, de faire du Nathalie Baye, de faire du Galabru. Enfin, Nathalie Baye ne le fait plus parce qu'elle a fait une carrière depuis, mais à l'époque, elle avait ce personnage. Mais Michael Caine, il a un personnage aussi. Et c'est facile, il est très bon quand il fait Michael Caine. Il est très très bon et on l'achète parce qu'il est Michael Caine. Mais je voulais un personnage encore en décalage. Et c'est fascinant pour moi, c'est même pour l'acteur. Une fois qu'il est d'accord, une fois qu'il joue le jeu, c'est formidable. Quand tu le casses, non, tu fais pas ça, etc. Mais c'est bien. Et il a fait un personnage d'un lord anglais, un diplomate, qui est très très intéressant dans le film. Et dans ce film, j'ai découvert un petit acteur, pas connu, très intéressant, que je fais jouer un tueur à gages, un rôle qu'il n'a jamais fait avant, il n'a jamais fait depuis. Et depuis, il a fait une grande carrière. Je suis très très fier d'avoir fait un de ses premiers films, et ça c'est Vincent Lindon. Il avait 3-4 jours de tournage, c'était un rôle très important parce que c'est un rôle clé. Le problème, c'est qu'il fallait qu'il commence la première journée de tournage avec Sigourney Weaver, mais dans un lit à poil, en train de faire l'amour. Alors ça, c'est très difficile pour un acteur. Et normalement, j'aurais jamais mis le premier jour de tournage 2 acteurs qui ne se connaissaient pas tout de suite à poil dans un lit. Enfin, il faut du temps qu'ils se connaissent, etc. Et Vincent, qui est mignon parce que c'était peut-être son premier long métrage ou un de ses premiers longs métrages, il était très très nerveux et tout. D'abord de faire le film, de faire un film hollywoodien. Il a à peine jamais fait un film en France et d'un seul coup, il arrive à Londres, la limousine le cherche, il vient à la maison, il me dit Bob, on ne se connaît pas bien, mais il faut dire, comment je vais faire? Je dis comment ça, Vincent, c'est normal, tu des amis, tu me mets dans le lit avec Sigourney, et puis oui, mais qu'est-ce qui se passe si je bande? Je dis mais à mon avis, avec 50 ou 100 personnes autour de toi, tu ne vas pas bander.
À mon avis, ça va se passer très bien parce qu'il était tellement, trouvé tellement génial cette fille. Et c'était très mignon. Je dis, Vincent, crois-moi, sur un plateau de cinéma, c'est la dernière chose dont on pense. Effectivement, il est venu. Timidement, il a monté dans le lit et en fait, la scène est très sympathique, très drôle. Et puis, ce lit était adorable. Et d'ailleurs, ils sont restés en contact. Mais tout ça, c'est des expériences de premier film et je suis tellement content d'être là, d'être présent quand ça se passe. Et une chose dont je suis très fier, c'est d'avoir fait beaucoup de premiers films de beaucoup d'acteurs. Et c'est la chose que j'aime le plus faire, c'est de prendre le risque de prendre un acteur inconnu et puis de faire un film avec. Et j'ai toujours fait ça. C'est vrai, il faut de temps en temps, presque toujours une locomotive, au moins un nom, mais j'aime et je veux absolument cette liberté dans mes castings. Je trouve que le film était très abîmé par les studios, parce qu'une fois qu'on fait le film, ils reprennent le film, ils remontent, ils ont remonté Escort Girl, ils font exactement ce qu'ils veulent. Mais j'étais très 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 déçu avec cette expérience américaine, parce que j'ai dit, en France, on me traite autrement, on me respecte, j'ai une liberté, je trouve l'ambiance plus créative, bon, plein de choses. Et j'ai décidé de ne plus travailler en Amérique. 2 ans plus tard, en 88, nouvelle production américaine et changement de situation. Bob Swaim s'attaque au tournage de Masquerade, un thriller à rebondissement avec en vedette Rob Lowe et Meg Tilly. C'est un film comme La Balance, qui était un tournage de rêve. Les acteurs merveilleux, un producteur, Michael Levy, qui est un type adorable, passionné, Dick Wolf, qui est maintenant un très très grand producteur de télé, qui est tout très connu là-bas, qui était scénariste et coproducteur. C'était très très bien passé. Et j'ai fait un casting aussi, j'ai demandé au studio de me donner la liberté. Et j'avais la liberté de choisir tous les rôles, sauf, bien sûr, il faut leur accorder un moins une vedette. Ils ont insisté sur Rob Lowe. Mais Rob Lowe, à l'époque, n'était pas le meilleur acteur du monde et ce n'était pas mon premier choix. Parce qu'il y avait Tom Cruise, mais qui n'a pas accepté le film. Il y avait d'autres gens, mais Rob Lowe était bien. Le studio dit non, c'est Rob Lowe parce qu'on a besoin d'au moins un nom. Parce que vous avez un cast, ils ne sont pas connus. Meg Tilly, c'est une très grande actrice. Elle a eu une nomination pour l'Oscar Hollywood, mais ce n'est pas une vedette. Mais Rob, on sait qu'il a son public, toutes les jeunes filles l'adorent, etc. Il est sublimement beau, c'est vrai. Mais un peu figé comme acteur. C'était pas un grand acteur. Alors, je visionnais tous ces films. Une chose que je fais souvent pour voir comment ils sont photographiés, quels axes, quels angles, quel objectif il faut utiliser, etc. Bon, parce qu'il y a des gens qui sont filmés de manière qui n'est pas flatteur et puis une autre manière qui est plus flatteur. Et je me suis rendu compte que Rob est très très bon quand il ne fait rien. C'est-à-dire, c'est un peu comme Cary Grant. C'est les personnages où les choses arrivent à eux. C'est-à-dire que Rob, il ne fait rien, mais autour de lui, tout le monde fait des choses. Donc, on le met en face des très très bons acteurs et ça fonctionne. Parce qu'il a une telle une présence, il est beau, il écoute, etc. Mais il faut que les choses arrivent. Il ne faut pas que lui provoque, il ne faut pas qu'il joue. Et c'est ce qu'on a fait dans Masquerade. Il est très très bien dans Masquerade. Il faut dire depuis qu'il a fait beaucoup de progrès, parce que je le vois dans cette série américaine, La Maison Blanche, qui s'appelle West Wing, qui est un grand succès, parce qu'il a fait un comeback ces dernières années, parce que sa carrière a un peu chuté, comme on le sait, parce qu'il avait un scandale, parce qu'il avait des histoires avec les filles, qu'il filmait, il avait ses vidéos, et les vidéos ont circulé partout à Hollywood, donc... mais c'était juste après mon film. Ça, je précise. En fait, ça a commencé dans la post-production de mon film parce que Rob est venu à Paris. Et il était au Hôtel Bristol. Et il y avait une sublime mannequin qui était dans sa chambre d'hôtel avec lui, que j'ai croisé. Et quelques mois plus tard, j'ai un dîner à la maison ici. Et puis,
le scandale a déjà éclaté aux États-Unis. Et on dit oui, une cassette de Rob Lowe circule partout en Amérique. On fait des copies sur des copies avec Rob Lowe dans le livre avec 2 filles. Et ça se passait à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis, pendant la convention des démocrates. Et dans ce dîner, on m'emmène comme cadeau, ici on vous emmène un bouquet de fleurs, et là les Américains arrivent à Paris, ils m'emmènent une cassette de Rob Lowe dans le livre avec 2 nanas. Je dis bon, on va mettre les cassettes, on met les cassettes, et je dis mais attends, c'est pas Atlanta, c'est l'hôtel Bristol à Paris, et je connais la fille. En fait c'est une deuxième cassette, mais les gens pensaient que c'était le même qui circulait. Mais Rob, il faut dire, c'était un gamin à l'époque. Maintenant, c'est un homme qui est marié, qui est responsable. Mais quand on a 22 ans, 23 ans, on est beau comme un dieu. On a toutes les nanas de monde qui courent après. C'est des erreurs de jeunesse. Parce que c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'estime et qui est grandi bien et qui est un acteur, qui est devenu un très grand acteur. Et sur Masquerade, il était adorable. Mais c'était un gamin. Par contre, l'actrice Meg Tilly, je peux dire, c'est l'actrice le plus sublime que je connais. J'ai jamais vu une actrice qui a cette dimension humaine et un talent. Et elle peut tout faire. J'ai travaillé avec elle pendant 3 mois. J'étais extrêmement sensible et touché par son talent, par sa gentillesse, par sa bonté, par sa beauté. C'est très rare de voir quelqu'un comme ça. Et elle est extraordinaire dans ce film. Elle emmène toute l'humanité, toute la fragilité, toute la tendresse du personnage. Et c'est elle qui donne cette dimension humaine et qui prend le film, qui est un petit thriller de série B au départ, et qui le monte d'un autre niveau. Le film est plus qu'une petite série B. Il est devenu autre chose parce qu'elle a donné une dimension humaine à ce film qui n'était pas là au départ. Masquerade est sélectionné au Festival de Deauville. Il remporte le prix du public au Misfest Film Festival en Italie. Bob Swaim, touché par la grâce de Meg Tilly qui a transcendé son film, ne cache pas ses sentiments. Mais la séduction n'est-elle pas justement le ressort de la réussite d'un film? La séduction, c'est une chose très importante dans le cinéma. Mais il ne faut jamais passer à l'acte. Il faut toujours avoir l'envie des 2 côtés, c'est très important, je crois. Mais parce que ça donne un certain pouvoir au metteur en scène. Mais de franchir la ligne, c'est pas bon. Parce que ça nous met tout de suite dans une position de faiblesse. Que je suis amoureux d'une actrice, je suis amoureux de tous mes acteurs et mes actrices d'ailleurs. C'est pour ça que je choisis. Il y a toujours un part de séduction. C'est très important. Même mes hommes. Il faut dire que quand j'ai Philippe Léotard devant moi, quand je le filmais, j'étais amoureux de ce mec, quelque part. Peut-être c'est pas la même chose avec une femme, mais c'est vrai qu'il y a une chose qui dit on est privilégié parce qu'on a cette possibilité de rentrer à l'intérieur de ces gens en face de nous. On a la possibilité de prendre leur âme. C'est ça la puissance du cinéma et la puissance de mettre en scène. Mais il faut pas abuser des choses. On a un pouvoir, mais il faut pas l'abuser. Il faut respecter les gens en face de nous. J'ai beaucoup de secrets. Les gens me confient des choses, mais c'est ici, c'est pour moi, c'est un cadeau qu'ils me font. Et puis dans les 2 sens. Les anecdotes que je raconte aujourd'hui, c'est des choses que tout le monde le sait, donc je me permets de raconter ces anecdotes. Mais mes acteurs, je les aime, c'est pour ça que je les choisis. La chose qui est arrivée, c'est que les Américains ne comprennent pas, et c'est très important, et je suis content que j'ai la possibilité de le dire publiquement. J'ai gagné pas mal d'argent en Amérique. J'avais un contrat avec l'MGM, j'avais des bureaux, j'avais beaucoup de monde qui travaillait pour moi. J'étais producteur, réalisateur, scénariste. J'étais dans le système hollywoodien à 200%. Mais j'étais pas heureux. Pourquoi? Parce que la femme que j'aimais, que j'aime, est à Paris. Mes enfants étaient à Paris. Mes amis étaient à Paris. À Los Angeles,
je vivais moins bien, j'ai gagné plus d'argent, mais ma qualité de vie n'était pas pareille. Et puis les gens que j'aimais n'étaient pas avec moi. C'est très simple. Et j'ai fait un choix de vie, pas de carrière. Dans les années qui suivent, Bob Swain partage son temps à écrire des scénarios et faire l'acteur dans les films des autres. 4 ans plus tard, il s'attaque pour le compte de producteurs italiens à une nouvelle version de l'Atlantide, déjà portée à l'écran notamment par Jacques Feder en 1922 et George Wilhelm Pabst en 1932. Contre le conseil de tout le monde autour de moi, j'ai accepté le film. Pourquoi? Parce que disons que j'avais envie de faire un film en costume, j'avais envie de faire un roman d'aventure, j'avais envie d'aller dans le désert, et avant tout, et peut-être la chose la plus importante, et peut-être un mauvais horizon, mais j'avais envie d'habiter à Rome, une ville qui m'a toujours fait fantasmer. Et je dis, ça c'est superbe, il me propose beaucoup d'argent, un superbe appartement à Rome, et pourquoi pas? Parce que le cinéma, on le fait parce qu'on a une histoire à raconter, mais je dis oui, j'aime bien l'histoire, c'est amusant, c'est un costume, mais c'est Rome, c'est Foligny, c'est la Dolce Vita, c'est tous mes fantasmes, c'était un rêve. Et pendant 2 ans, j'ai vécu à Rome 2 ans, et c'était une aventure humaine extraordinaire. Malheureusement, c'est peut-être mon plus mauvais film, mais ça arrive à tout le monde. Je viens de voir les Italiens, et il m'a dit, oui, on va faire un très grand film, très cher. Mais pour faire ce film, on va faire une coproduction avec le Rai, et on va faire une version 3 heures pour le Rai et 2 heures pour le cinéma. Parce que sinon, c'est trop cher pour nous. J'accepte. Et puis j'aimais beaucoup le producteur, un producteur italien, donc je suis absolument sous son charme. Même aujourd'hui, s'il me demande de faire un film, je le ferai. Il s'appelle Robert Cecutto, qui est un grand producteur italien, qui fait des petits films, mais des grands petits films. Et c'est le romain, c'est l'italien, mais beau et de charme, et que j'aimais beaucoup. Et puis il y avait 2 autres producteurs, il y avait Sergio Silva qui était à la RAI, qui était la partie télé. Et donc, je dis, j'accepte le film, mais ça c'est la plus grande bêtise que je fais, c'est qu'il ne faut jamais faire un film qui est moitié télé, moitié cinéma, parce que les deux sont compromis. On fait un film pour le cinéma, on fait un film pour la télé, mais il ne faut jamais mélanger les deux. Grande leçon dans la vie, c'est une raison pour laquelle le film est très compromis. Le problème avec ce film, c'était une espèce de Europudding aussi, parce qu'il fallait l'actrice espagnole, l'acteur allemand, l'acteur italien, l'acteur français, etc. Et tout le monde doit parler anglais, parce que c'est la langue qui regroupe tout le monde, et tout le monde parle mal anglais. Alors comment demander des bons acteurs de jouer dans une langue qui n'est pas la sienne? Tout est compromis. On était perdants avant. Mais il y avait des choses bien dans le film. Et pour le rôle principal, une chose qui m'a beaucoup touché, c'est que j'ai pensé à 2-3 personnes, et puis j'ai pensé à un acteur qui a fait un film avec moi, qui a fait La Balance, qui est un de ses premiers films. C'est la première fois que ça m'arrive. Je prends le scénario, je l'envoie à Tchéky Karyo, que je trouve c'était un grand acteur Tchéky, humainement un type délicieux, adorable, normal, comme tout le monde, avec une grande générosité. J'envoie le scénario à Tchéky. Coursier part. 10 minutes après, coup de fil de Tchéky. Je fais le film. Je dis, Tchéky, mais comment tu fais le film? Tu n'as pas pu lire le scénario? Il dit, Bob, j'ai pas besoin de lire le scénario. Je dis, comment ça? Écoute, il me dit, il y a 10 ans, tu as pris un risque sur moi, j'étais inconnu, tu m'as pris pour la balance, ça a changé ma vie, et moi, j'ai pas besoin de lire un scénario. Tu le fais, je le fais. C'est la première fois que ça m'arrive, et peut-être la dernière fois, mais c'est vrai, j'adore la fidélité. C'est une chose très importante pour moi. Je suis un ami fidèle. Si tu es mon ami, c'est pour la vie.
Mais malheureusement, c'est une qualité qui est assez rare dans le cinéma. Et surtout chez les acteurs. En 97, changement de cap. Bob Swaim réalise son film le plus personnel. Inspiré par son enfance américaine au sortir de la guerre de Corée, il y décrit le climat ultra-conformiste de l'époque et la folle entreprise d'un gamin de 12 ans. Ce dernier cherche à conjurer la rumeur d'une soi-disant couardise familiale en escaladant une antenne de radio, Escalade, qui donne son titre au film The Climb ou en français Le Défi. Petit film, qui était peut-être mon meilleur film, qui a eu des prix dans tous les festivals du monde, qui était primé à Berlin, etc. Mais c'est un petit film. Et quand le film est sorti, j'ai pris le téléphone parce que j'avais du mal à trouver des distributeurs. J'ai téléphoné aux copains, des gens pour lesquels j'ai fait beaucoup d'argent dans ma carrière. Personne n'a bougé. Parce que c'était un film qui n'était pas dans l'air du temps, mais c'était un bon film. Et un film très apprécié. Et puis ça m'a fait quelque chose parce que je dis, c'est pas une merde que j'emmène chez les gens, c'est un bon film. Mais les gens, non, on peut pas, etc. C'est des gens qui ont grandi avec moi et peut-être même grâce à moi, grâce à certains de mes films, ils ont pu faire autre chose. Et ça, j'apprécie pas beaucoup. L'amitié, peut-être, c'est une des choses les plus importantes dans ma vie. Je crois que c'est tout. Même avec la femme qu'on aime. Je veux dire, s'il n'y a pas l'amitié au départ, il n'y a pas l'amour par la suite. Et mes amis comptent beaucoup. Le Défi, couronné par 3 prix gagnés dans des festivals européens, n'a pas pu trouver son public au cinéma. Illustration des difficultés d'un certain cinéma plus exigeant qui cherche sa voie à contre-courant des modes, le cinéma n'est pas, malgré les apparences people véhiculées par les médias, un chemin semé de pétales de rose. Ma carrière, c'est toujours des hauts et des bas. Ça, c'est que j'aime bien parce que je crois que comme ça, on acquit la sagesse. Avec mes premiers succès, comme j'ai expliqué, c'était très difficile. J'avais toutes ces nouvelles amies et puis après un échec, hop, il n'y a plus personne. Les vrais amis restent. Donc, avec le temps, il y a des périodes où pas grand-chose se passe, mais je crois que c'est nécessaire parce que c'est là qu'on recharge les batteries. J'ai fait autre chose, j'ai fait un opéra à Salzbourg qui a beaucoup de succès. J'ai monté Yanoufa, un opéra de Janáček qui était au Festival de Salzbourg. J'ai d'autres projets d'opéra, j'ai écrit de plus en plus, et puis bien sûr j'ai fait des films. Okay. Et attention. Comme ça Quand tu veux. Okay. Attention, on va répéter ça. Je ne me suis jamais arrêté de faire des scénarios, de payer d'écrire. J'ai fait un scénario pour James Ivory et Ismail Merchant. Je fais donc The Climb, ce film que j'adore avec John Hurt, qui est une petite succès d'estime. Et j'espère qu'un jour le monde va découvrir ce film parce que c'est un film très personnel, c'est mon enfance américaine. Et là, je commence une comédie française. C'est le premier film français que je fais depuis La Balance. Malgré le fait que j'ai produit et je fais pas mal de films pour la télévision. J'ai produit une série ici pour France 3 qui s'appelle Police Secret avec Thierry de Caillon, qui a eu beaucoup de succès comme producteur et co-scénariste. Donc je suis toujours actif, mais je suis plus ou moins, je suis quelqu'un peut-être discrète parce que je sors très peu, mais je suis toujours occupé. Et puis je crois que je me sens toujours que je suis quand même toujours un débutant dans le cinéma, et que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et puis j'attends l'avenir avec impatience et plein d'espoir. Et puis et je suis très content avec les beaux projets qui m'attendent là.